L'écriture a toujours été un acte de liberté. Pour certains auteurs, la littérature a aussi été un acte de résistance, pouvant être puni par la prison. On peut prendre le cas d'Émile Zola, qui avait été condamné à une amende de 3000 francs et une peine d'1 an de prison pour son article intitulé J'accuse, dans lequel il dénonçait les injustices du procès et de la condamnation subie par Alfred Dreyfus. L'auteur de Germinal avait alors choisi de s'exiler en Angleterre afin d'éviter un séjour derrière les barreaux. Aujourd'hui, nous allons découvrir les histoires fascinantes d'écrivains qui ont connu l'univers carcéral avant, pendant ou après leur œuvre. À travers le destin de 10 grandes femmes et hommes de la littérature, nous allons comprendre ce qui a pu mener certains des plus grands esprits à s'arrêter par la case prison. D'Oscar Wilde à Dostoïevski, en passant par Voltaire et Verlaine, voici quelques parcours qui ont connu des instants tragiques. Laissons l'honneur aux femmes, en commençant la liste par l'une des plumes les plus marquantes du siècle passé, Albertine Sarrazin. Pourtant, il y a fort à parier qu'elle n'aurait jamais publié le moindre ouvrage si elle n'avait jamais été incarcérée, puisqu'elle n'a écrit quasiment que lorsqu'elle était derrière les barreaux et qu'elle avait donc du temps à consacrer à la littérature. Cette autrice, née à Alger en 1937, est rapidement abandonnée à l'assistance publique. Son père adoptif est particulièrement strict et finit par mettre la jeune Albertine en maison de correction où elle apprend la délinquance aux côtés de cas bien plus désespérés que le sien. À l'âge de 19 ans, sans attache particulière, elle monte sur Paris avec son amie Émilienne et enchaîne les délits allant de l'ivresse sur la voie publique à la prostitution en passant par divers vols. C'est un braquage dans un magasin de vêtements qui lui coûtera cher puisque elle et sa complice seront rapidement retrouvées et les deux jeunes filles portées alors des vêtements volés durant le braquage. Sarrazin est alors jugé comme étant le cerveau de l'opération et écope d'une peine de 7 ans de prison. Ne pouvant se résoudre à cette vie, elle s'évade en passant au-dessus de l'un des murets et se brise l'astragale en tombant. Durant cette évasion, elle rencontre son futur mari, Julien Sarrazin, avec qui elle commettra des nouveaux délits, la renvoyant à nouveau derrière les barreaux. Sarrazin décrira ses aventures dans ses romans semi-autobiographiques, comme dans l'œuvre portant le nom de son os cassé L'Astragale, mais également dans La Cavale. Ces livres seront de véritables succès en librairie, le public étant curieux de découvrir l'histoire d'une jeune fille des années 60 qui avait connu une vie faite de prostitution et de voyoucratie. Albertine Sarrazin n'aura hélas pas le temps de contribuer comme elle aurait pu le faire à la littérature en mourant à 29 ans des suites d'une opération du rein mal préparée après des années remplies d'alcool et de stress. Albertine Sarrazin n'est pas la seule à avoir accumulé les déboires avec la justice et on peut retrouver de nombreux points communs avec un autre auteur. En effet, Jean Genet fut abandonné par sa mère alors qu'il n'avait que 7 mois, tandis que son père était totalement inconnu. Il commettra ses premiers délits, essentiellement des vols assez jeunes, avant d'embrasser une carrière militaire dont il finit par se faire déserteur. Entre 1937 et 1944, Genet ne fera pas moins de 13 séjours en prison, tantôt pour des vols, tantôt pour vagabondage ou usage de faux papiers, mais ce fut parfois pour des gestes obscènes en public, voire pour une forme de prostitution homosexuelle. La chance finit cependant par sourire à Jean Genet, qui rencontre Jean Cocteau en 1943 alors qu'il a commencé la rédaction de Notre-Dame des Fleurs. Cocteau est alors fasciné par les écrits de son nouveau protégé qu'il fera découvrir à d'autres grands noms de la littérature, dont Jean-Paul Sartre. Les deux signeront une pétition en faveur de Genet pour que celui-ci obtienne une grâce présidentielle alors qu'il encourt la perpétuité. En effet, à cette époque-là, une personne ayant récidivé trop de fois était alors reléguée au bagne à vie. Le président Vincent Auriol accepta de gracier Genet, qui a pu ensuite pleinement exploiter son potentiel littéraire. Et parmi les poètes qui ont séjourné derrière les barreaux, il y a un nom qui revient peut-être plus facilement que les autres à l'esprit, c'est celui de Paul Verlaine. Tout part d'une correspondance avec un autre auteur, le jeune Arthur Rimbaud. Verlaine, qui avait 10 ans de plus que Rimbaud, invita ce dernier à le rejoindre à Paris. Bien que Verlaine soit déjà marié et qu'il attende un enfant, il entame une relation amoureuse avec Rimbaud qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Verlaine, qui était un génie littéraire, mais également un alcoolique, part seul en Belgique, allant jusqu'à parler de suicide. Rimbaud finit par le rejoindre avant de lui annoncer son intention de revenir seul à Paris. Verlaine, alors fou de rage, tira 2 coups de revolver sur son amant, qui sera blessé seulement au bras. Pour cette tentative de meurtre, Verlaine fut condamné à 2 ans de prison, même si en réalité il resta qu'un peu plus d'1 an enfermé, étant libéré pour bonne conduite. Durant son séjour à l'ombre, Verlaine écrit pas moins de 32 poèmes dans un recueil appelé Cellulairement, qui ne sera pas publié de son vivant. En revanche, on retrouve certains de ses poèmes dans des recueils tels que Sagesse, Jadis et de naguère, ou encore Parallèlement, voire Invective. De plus, il redécouvre la foi catholique au cours de ce séjour derrière les barreaux. On retrouve dans ses écrits d'alors un mélange d'autodérision et de repentance.
Il est vrai qu'il n'y a peut-être pas mieux à faire que de réfléchir sur soi-même, sur ce que l'on a fait de sa vie ou de ses opinions durant une telle période. On peut prendre l'exemple de Fyodor Dostoïevski, qui avait participé à un cercle littéraire interdit par le pouvoir russe en 1840. Ce cercle, qui voulait débattre sur des œuvres interdites par le tsar et abolir la censure, et qui souhaitait envisager des changements sociaux, fut intégralement arrêté et condamné à mort. C'est à l'instant où l'auteur devait se faire fusiller qu'un messager arriva brusquement pour annoncer que la peine avait été changée en bagne, qui devait se faire en Sibérie. Toute cette expérience a profondément changé l'auteur, qui médita sur lui-même et sur ses opinions. D'ailleurs, son séjour en Sibérie l'obligea à fréquenter et donc à comprendre le peuple russe au cours des 4 années de bagne, ce qui lui fut utile pour construire ses œuvres ultérieures. On retrouve énormément de choses de son passage dans un roman tel que Crime et Châtiment. Un autre auteur a pris le temps de songer à ses écrits au cours d'une incarcération. Après avoir écrit des vers satiriques envers le régent Philippe d'Orléans et sa fille, François-Marie Arouet est emprisonné à la Bastille durant 11 mois. C'est au cours de ce passage qu'il optera pour son pseudonyme bien plus connu de tous, Voltaire. Il en profite également pour travailler sa première pièce de théâtre intitulée Oedipe, qui lui permet d'obtenir un certain succès. Il s'est probablement dit que sa carrière était lancée, mais les choses ne sont jamais aussi simples. 9 ans plus tard, Voltaire, qui avait l'habitude d'être irrévérencieux, envoya paître le vicomte de Bignan, qui avait commencé à lui faire une remarque dédaigneuse. Mais le ton employé par Voltaire déplut fortement au noble, qui se vengea en envoyant ses sbires rouer de coups l'écrivain. Voulant se laver de cette humiliation, Voltaire tente de porter plainte, mais sans succès. Il envisage alors de se venger autrement, mais le noble, qui a le bras bien plus long que lui, prend les devants et fait embastiller Voltaire, qui sera libéré 2 semaines plus tard à condition qu'il s'exile. Cela permit à l'auteur de découvrir l'Angleterre et ses vents de liberté. Il s'y ouvre l'esprit davantage et s'inspirera de toutes ses connaissances pour écrire ses lettres philosophiques, mais surtout son œuvre principale, Candide ou l'optimisme. La noblesse qui fait tout son possible pour faire tomber un autre homme. Cela n'est pas sans rappeler la vie d'Oscar Wilde, brillant écrivain britannique. C'est au cours de l'une des représentations de sa pièce L'important d'être constant que le père d'un certain Alfred Douglas accuse publiquement Wilde d'avoir des relations homosexuelles, ce qui est alors un crime puni en Grande-Bretagne. Il était certain que le talentueux auteur avait une relation avec son fils et il ne pouvait pas le tolérer. Ne se laissant pas intimider, Wilde attaque donc son beau-père en justice pour laver sa réputation. Grâce à sa répartie et surtout sa réputation, les premières heures du procès ressemblent à une promenade de santé pour Wilde. Cependant, les avocats de M. Douglas ne se démontent pas et amènent les débats sur la sexualité de l'écrivain, qui finit par être débouté. Si l'histoire aurait pu se terminer ainsi, la couronne décide d'attaquer alors l'écrivain en justice pour lui demander des comptes, et il sera condamné malgré une belle plaidoirie. Tout le monde tourna le dos à l'écrivain, qui est condamné à la peine maximale, 2 ans de travaux forcés. Après 14 mois de travaux, il est transféré dans la prison de Reading et en profite notamment pour écrire De Profundis, une lettre dans laquelle Wilde lance à la fois un cri d'amour et des reproches à Alfred Douglas, s'attardant sur la pénibilité de sa nouvelle vie. Pour éviter le déshonneur, sa femme le quitte en même temps qu'elle quitte le pays, changeant le nom de famille de leurs 2 enfants afin de préserver leur réputation. Ces procès ruinèrent entièrement l'auteur, aussi bien moralement que financièrement, et il mourut 3 ans plus tard en France dans la misère. Parmi les auteurs non francophones qui ont eu un passage remarqué par la prison, on retrouve William S. Burroughs, un auteur américain. Alors qu'il était alcoolisé durant des vacances à Mexico, il eut l'idée de jouer à Guillaume Tell avec sa femme, qu'il tua accidentellement. Il fut alors incarcéré brièvement au Mexique, étant relâché seulement 13 jours plus tard. Il fut interné ultérieurement dans un établissement psychiatrique pour lutter contre sa toxicomanie. Il décrit les ravages de la drogue, de ses hallucinations à ses scènes d'horreur, à travers Junkie ou encore le festin nu. Ce sombre destin n'empêcha pas l'auteur de se faire décorer chevalier des arts et des lettres par la France en 1984. Mais l'écrivain qui a marqué le monde depuis sa prison s'appelle Jack Henry Abbott. Ce bandit a connu une enfance miséreuse, passant de foyer en foyer, commettant tous les délits de la petite délinquance, tels que des vols ou des agressions. Il se retrouve en maison de redressement à l'âge de 16 ans et retourna ensuite 2 fois en prison pour des vols et des escroqueries. Son destin bascule une première fois lorsqu'il assassina un codétenu en le poignardant férocement. Quelques années plus tard, l'auteur Norman Mailer cherche à comprendre la vie en prison et regrette publiquement de ne trouver aucun témoignage fiable. C'est alors que Abbott, qui a commencé à écrire Dans le ventre de la bête, le contacte. Après avoir échangé ensemble, Mailer est fasciné par la plume de Abbott et toute l'intelligentsia américaine souhaite le faire sortir. Mailer va même jusqu'à s'engager à l'aider pour la réinsertion. Ils finirent d'ailleurs par y arriver. Hélas, quelques semaines seulement après sa libération, Abbott commet l'irréparable. Alors qu'il cherche à trouver des toilettes, l'employé d'un bar lui refuse l'accès et sort pour lui indiquer une ruelle où il pourrait se soulager.
Abbott, se sentant agressé et pensant que le type voulait certainement le tuer, décide de prendre les devants et de poignarder à mort l'employé du bar. Il est alors condamné à retourner en prison après un temps de cavale. Il y écrit un nouvel ouvrage intitulé My Return, mais le succès sera moindre que pour Dans le ventre de la bête, qui est considéré comme étant LE livre de la littérature carcérale. Abbott demande à maintes reprises une libération conditionnelle, mais toutes ces demandes sont constamment refusées, car il a souvent récidivé dans sa vie et surtout parce qu'il ne semble pas exprimer de remords par rapport à ses actes passés. Il finit par se donner la mort par pendaison dans sa cellule en 2002. Autre salle, autre ambiance, cette fois, ce sont des idées et du courage qui ont amené la prochaine personne de notre liste à avoir des problèmes avec l'État. En effet, Louise Michel n'est pas qu'une grande poétesse, c'est aussi une institutrice, une militante et surtout une communarde. Son rôle durant la Commune n'est pas à démontrer, et c'est elle-même qui se rend à la justice afin de faire libérer sa mère. Michel fut alors détenu au camp de Satori, avant d'être envoyée à la prison des Chantiers, puis à la prison d'Arras. Au cours de tous ces interrogatoires, elle a toujours tout assumé, là où les autres tentaient de se disculper. Ce courage fut déroutant pour bon nombre de gens. Victor Hugo lui dédiera alors un poème nommé Viro majeur. En 1873, Louise Michel est déportée vers la Nouvelle-Calédonie. Elle y apprend le kanak et tente d'y reprendre son rôle d'institutrice. Elle en profite pour écrire bon nombre de lettres, ainsi que quelques ouvrages. De son lieu d'exil, elle écrivait ses textes comme les révolutionnaires dressent des étendards. Enfin, que serait une vidéo sur les tracas d'écrivains sans parler du cas de Molière? Certes, il n'a pas été officiellement prisonnier, mais il fut tout de même incarcéré quelques jours pour dette en 1645. Sa première troupe avait fait faillite et il dut se résoudre à accepter l'enfermement à la prison du Châtelet avant que son père, qui était tapissier pour le roi, n'intervienne pour le faire libérer. Cela conditionna également le dramaturge qui sillonna ensuite le pays avant de devenir une véritable légende. Il est donc passé de la scène obscure aux plus grandes salles de théâtre de l'époque. Si une partie des grands auteurs fut parfois condamnée à la prison, c'est certes parce que les idées peuvent être parfois plus dangereuses que les armes, mais aussi parce que même les génies peuvent avoir des faiblesses d'âme. La plupart d'entre eux ont su transformer cette crise en opportunité en profitant pour en tirer de belles leçons qu'ils exploitèrent ensuite dans leurs œuvres. Et vous, quelles leçons tireriez-vous face à de tels problèmes?